Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, je voudrais, à l'occasion du 2e anniversaire de l'élection du 26 août 2023, adresser un message profond d'espoir au peuple gabonais. L'élection du 26 août 2023 demeure, plus qu'aucune autre auparavant, une élection mémorable. Une élection où le peuple gabonais dans son entièreté s'est levé pour dire non à l'obscurantisme, à la répression, au déni de droit et à l'oppression. Permettez-moi alors, d'entrée de jeu, de dire merci à ce peuple qui a su se mobiliser autour d'un idéal, autour d'un homme qui portait l'espoir et montrait à tous le cheminement vers le nouveau Gabon auquel nous aspirons. C'est ce peuple qui m'a massivement élu, sans contrainte, sans aucune fraude de ma part, sans artifice, sans t-shirt, sans distribution d'enveloppes aux électeurs, sans aile de dindon, sans transport d'électeurs, sans disposer d'aucune présidence de bureau de vote, sans promesse de poste ou de strapontin, sans démagogie ni promesse oiseuse, mais avec juste un discours franc et simple. Je voudrais d'autant plus le faire aujourd'hui que je n'ai pas eu l'occasion, depuis le 28 août 2023, date à laquelle le résultat de l'élection présidentielle m'a été officiellement communiqué, restait juste la proclamation officielle. Malheureusement, 2 jours plus tard, tout a basculé et plus rien n'était possible pour moi, car tellement délaissé, traqué, vilipendé, insulté, traîné dans la boue et humilié par tous ceux-là qui auraient dû me défendre tout d'abord et revendiquer et défendre leur vote ensuite. Aujourd'hui, l'insulte, le dénigrement systématique et la calomnie ont baissé en intensité, mais continuent dans les réseaux sociaux au motif que je ne dois pas réclamer ce qui me vient de droit, au seul motif que je dois céder à la puissance de l'argent et à la menace du feu, que je dois, comme tout le monde, courber les chines, céder à l'imposture et au non-droit. C'est d'autant plus choquant que l'insulte la plus virulente et souvent sans fondement sérieux vient des jeunes fort heureusement peu nombreux, pour qui je suis un empêcheur de tourner en rond. En fait, quelqu'un qui les empêche d'assouvir, langue pendante, sans honte et sans scrupule, leurs ambitions viles, à savoir accéder de manière indue, sans qualification et sans expérience pour certains, enfin, à un poste convoité depuis bien longtemps. Chers compatriotes, mon propos ne consiste nullement aujourd'hui à revenir sur les critiques des autorités actuelles. Cela n'en vaut pas la peine, car elles vont partir sous peu. Que tous ceux qui en doutent prennent date et on se retrouvera bientôt. Je voudrais surtout, une fois encore, me concentrer sur l'avenir pour mieux vous orienter et orienter notre peuple, composé de la majorité silencieuse qui veut m'écouter
et qui me fait confiance. Cela passe par un bilan exhaustif des 2 dernières années avant de présenter quelques actions concrètes pour demain, les actions de court et de moyen terme. En guise de bilan, je rappellerai qu'au cours des 2 dernières années, de nombreux lutteurs ont perdu espoir et, pire encore, ont perdu la main, se sont désactivés de leur propre chef, cédant aux tentations, aux promesses fallacieuses des sirènes. Nombreux d'entre eux ont soit reçu la semence au bord du chemin, soit sont en eux-mêmes sans racines, ou alors ont reçu la semence dans les épines. Parabole du semeur, Matthieu au chapitre 13, les versets 18 à 23. Chers compatriotes, la lutte politique n'est pas un chemin facile, encore moins simple. Elle consiste en un cheminement semé d'embûches où, face à de rudes épreuves, on se remet en cause, le doute étant naturellement permis. Il ne s'agit nullement d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Le chemin se complexifie dans notre espace en raison précisément de l'environnement malsain élaboré et maintenu par le système Bongo PDG, qui a tout perverti au point de dénaturer l'homme. Nous sommes ainsi basculés dans une société où l'échelle des valeurs est inversée et où un homme n'a de valeur que par rapport à la profondeur de son portefeuille, sans nul souci de la manière dont il se l'est octroyé, ni de la manière dont il l'a consolidé. Mais le plus grave, c'est qu'on a réduit notre peuple à la mendicité en lui enlevant toute opportunité de se déployer, toute possibilité de travailler réellement avec ses mains et sa tête seule, au point qu'il n'y ait aucune voie de salut en dehors de la politique politicienne faite de mensonges, de rapines, de gabegies, de vols, etc. Dans un environnement où le mal s'est mué en vertu et où le vice a gagné toutes les composantes du pays, la seule survie revient à faire comme tout le monde, ce qu'on appelle en termes techniques la complémentarité stratégique, qui revient à ceci: puisque tout le monde vole, moi aussi je dois voler pour me donner bonne conscience et surtout être en paix. Vous sachant impatient, anxieux et interrogatif, je voudrais à présent me pencher sur l'avenir proche, dont les enjeux sont importants. Ainsi que j'ai eu à le rappeler dans un passé récent, le développement ne s'obtient pas dans le désordre, pas plus qu'il ne se construit à partir d'une somme de projets divers et de réalisations éparses, faites ça et là à l'emporte-pièce pour faire illusion. Le développement d'un pays procède résolument de la mise en œuvre d'une stratégie savamment élaborée qui sous-entend une vision partagée, des objectifs clairement identifiés, un inventaire rigoureux des moyens et des potentialités réelles du pays dans un ensemble coordonné et huilé où sont définies les actions prioritaires à entreprendre et les résultats escomptés à court, à moyen et long terme. C'est cela qui contraint à avoir au sommet de l'État quelqu'un capable d'impulser le redressement de notre cher pays et de le conduire au développement. À cet égard, comme je l'ai annoncé récemment, les mesures immédiates à prendre
dès la prise du pouvoir sont d'ordre politique, économique et social. Premièrement, sur le plan politique, la formation d'un gouvernement serré de 25 membres au maximum, composé d'hommes et de femmes compétents et crédibles, ayant tous les mains propres. La mise sur pied d'une assemblée constituante consensuelle de 60 membres, intégrant les membres de la diaspora, une assemblée dont le rôle essentiel sera, ainsi que précisé plus haut, d'une part, de voter une loi de finances rectificative pour l'année 2026 et une loi de programmation pour l'année 2025 et une loi de programmation triennale, et d'autre part, de procéder à un redécoupage électoral et de voter une loi électorale consensuelle en vue des prochaines élections législatives et locales qui interviendront dans un délai de 3 à 6 mois. Deuxièmement, sur le plan social, le paiement des pensions et autres dus aux retraités et le renflouement des caisses des organismes de sécurité sociale, CNSS et NAMGS. Le relogement des 2000 déguerpis. Troisièmement, sur le plan économique, la réduction importante des coûts de production en s'attaquant prioritairement dans un délai de 3 mois à la baisse des coûts de l'énergie, électricité, essence, gazoil, pétrole lampant, bouteilles de gaz. C'est alors qu'il sera possible de s'attaquer pour un délai de 2 à 3 ans, 2026, 2027 et 2028, le point d'achèvement, aux problèmes structurels les plus urgents, le chômage, la fourniture d'eau et d'électricité, la santé, l'éducation et l'habitat. Concernant précisément le chômage, il devra passer en 3 ans de 50% chez les jeunes à moins de 20% grâce à une croissance soutenue en moyenne annuelle de 2,5 en 3 ans. En matière d'énergie et d'eau, mon ambition est de permettre en 2 ans, 2026 et 2027, à notre pays d'assurer sa prospérité et sa souveraineté en matière énergétique. Autrement dit, de fournir de façon continue, au meilleur coût, l'énergie nécessaire aux populations urbaines et rurales ainsi qu'aux activités industrielles. Les objectifs de la politique énergétique que j'entends mettre en œuvre sont donc contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer un prix compétitif de l'énergie, garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie, préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre. En matière de santé, j'ai pour ambition au cours des 3 années à venir, 2026, 2027 et 2028, de doter le Gabon d'un système de santé performant, fondé sur les soins de santé primaire, la prévention, la formation et la recherche en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire de la population, organisation des soins, politique de prévention, formation médicale. Très rapidement, je mettrai à contribution les services compétents qui devront aussitôt en déterminer les champs d'intervention, programmer les moyens à mobiliser à chaque niveau de responsabilité collective, préciser et serrer les objectifs à atteindre à court et à moyen terme. En matière d'éducation, étant donné que la rentrée scolaire est un véritable cauchemar pour les familles, la prochaine rentrée a été fixée par le gouvernement actuel en septembre, mais sans aucune politique d'accompagnement claire.
L'État, notre État, aura l'obligation de soulager les familles par des bourses accordées aux étudiants méritants, par la baisse des frais d'écolage, la baisse des coûts des fournitures scolaires et surtout, grâce à la construction et à l'équipement au cours des 3 prochaines années, 2026, 2027 et 2028, des établissements publics de qualité en nombre suffisant. Pôle d'excellence, lycée d'excellence, lycée public, CES et lycée professionnel. D'une part, et de la construction et de l'équipement des universités, une telle politique inclura nécessairement la formation des formateurs et le recours, si besoin, aux expatriés. Enfin, en matière de logement, je compte mettre en place pour les 3 prochaines années, 2026, 2027 et 2028, une politique de l'habitat adaptée aux besoins et aspirations des Gabonais, qui concilie modernité et innovation, gestion de l'espace et qualité de vie. La qualité de vie de notre espace géographique réparti entre forêts, marais, savanes, estuaires et océans implique une politique équilibrée qui vise à mieux répartir les logements locatifs sur l'ensemble des communes, aider les jeunes ménages désireux d'acheter leur premier logement en programmant des logements à proximité des lieux d'emploi et de services, augmenter le nombre de réalisations dans le tissu urbain pour renouveler la ville sur elle-même, de réalisations dans le tissu urbain pour renouveler la ville sur elle-même et enfin, proposer aux populations les plus fragiles des solutions pour passer de l'hébergement à un logement autonome. Je m'efforcerai alors à construire en 2 ans maximum, 2026-2027, 200 000 logements et mettrai à cet effet en relation promoteurs et constructeurs et renforcerai l'appui financier aux communes et aux collectivités rurales grâce à une plus grande implication du secteur privé et des institutions internationales de financement, Banque mondiale, BAD, fondées sur un partenariat privé-public performant. Chers compatriotes, nous prenons le pari de redresser le pays en 3 ans et les premiers effets seront palpables après seulement 3 mois d'exercice du pouvoir. Nous devons par ailleurs tous ensemble, ainsi que je l'ai précisé dernièrement, prendre le défi de libérer pacifiquement notre pays avec nos têtes, nos pieds et nos mains, le seul souci étant de préserver la paix, ce qui nous impose de réparer les injustices politiques, économiques et sociales dont les Gabonais ont été victimes au cours des dernières années, d'éviter tout règlement de compte, personnel ou collectif, et préserver la cohésion de notre peuple en prenant en compte le fait que le tribalisme est l'arme privilégiée des médiocres. Je ne saurais terminer sans me prononcer sur les prochaines élections locales et législatives. Nombreux sont les compatriotes qui ont fait acte de candidature et qui sont passés par les réseaux sociaux pour solliciter aide et dons. Je leur demande une seule chose, être honnête et assumer pleinement leur choix et non mentir à la population. Celui qui se porte candidat aux prochaines élections législatives et locales apporte implicitement son soutien au putschiste en chef et à son plan machiavélique. Il en a été ainsi hier à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Tous ceux qui y sont allés sous les prétextes divers se rendent bien compte, s'ils ne le savaient pas déjà,
qu'ils ont apporté une caution politique aux putschistes en chef. Qu'a changé leur candidature par rapport à la donne? Il en est de même pour ceux qui ont été cooptés au Parlement, ceux qui ont pris part au monologue d'Angonje. Que n'ont-ils pas avancé comme argutie pour justifier leur position et leur participation? Chers compatriotes, le choix est désormais clair. Ou on roule pour le putschiste en chef, ou on le dénonce pour se mettre derrière l'ordre républicain que représente A2O. Il vous appartient de bien vous positionner aujourd'hui pour, d'une part, mériter la place que vous allez occuper demain et, d'autre part, convenir du sort et du traitement qui vous sera réservé dans un futur proche. Si j'ai du respect pour mes anciens compagnons d'alternance 2023, c'est parce qu'ils ont fait un choix et l'ont sagement assumé. C'est dire que les prochaines législatives et locales ne portent pas à conséquence et tous ceux qui vont s'y lancer mettent prématurément fin à leur carrière politique et n'auront que leurs yeux pour pleurer. Chers compatriotes, l'épilogue est proche. Fini le divertissement. Que tout le monde se dispose à prendre le train en marche, car le putschiste en chef, M. Oligui Nguema et sa farce de 5e République seront bientôt aux oubliettes. Et plus personne ne s'en souviendra, même pas lui-même. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Je voudrais, avant de répondre aux questions, répondre à un certain nombre de préoccupations qui m'ont été soumises par des Gabonais. Alors, la première chose, c'est qu'un Gabonais m'a traité de voyou. Et il a écrit que Mangara, monsieur Mangara, le docteur Mangara, professeur Mangara qui est aux États-Unis, est tout comme moi un voyou. Alors, la question que j'aimerais poser à vous autres qui me suivez, est-ce que j'ai l'air d'un voyou? Je me suis permis d'aller dans Google, rechercher dans les dictions françaises ce que signifie voyou. C'est homme du peuple ayant des activités délictueuses. Ai-je commis un délit, c'est-à-dire une infraction punie de peine correctionnelle? À quel niveau? Est-ce un délit d'oser m'insurger politiquement contre Oligui Nguema? Je n'en sais rien. Alors, voyou, c'est un mauvais sujet, aux moyens d'existence peu recommandables. Est-ce que moi, j'ai des moyens d'existence peu recommandables? Autre définition, un individu de mœurs crapuleuses. J'ai des mœurs crapuleuses. Je fais partie d'un milieu. Autre définition, garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins délinquant. Suis-je délinquant, moi? Alors, j'aimerais dire très sérieusement et très sincèrement aux défenseurs du putschiste en chef qu'il faudrait utiliser d'autres moyens pour le défendre. Parce que lorsque vous utilisez tel moyen, c'est lui que vous mettez en difficulté. D'abord, vous me traitez de voyou. Quand vous me voyez et que vous me prenez, et que vous prenez Oligui Nguema, qui d'entre nous est voyou? Qui s'acoquine avec les fumeurs de chanvre? Qui s'acoquine avec, effectivement, ceux qui font le trafic de drogue? Qui s'acoquine avec les délinquants de la République? Qui a les mains tachées par le sang? Qui de nous deux est parti voler les scellés? Qui a pris de l'argent d'autrui? C'est Albert Ondossa. Alors donc,
je sais que toutes les insultes adressées à moi, c'est plutôt aux putschistes en Suède que vous les adressez. Et merci pour cela. Alors, la deuxième chose, c'est qu'un jeune homme qui est en France, et tout ce qui me parvient en tout cas, mes collaborateurs fouillent. Ce jeune homme est en France. Et il m'a traité de vieux en disant, monsieur le vieux, allez dans votre village, vous occupez dans votre village, ne vous occupez, laissez ça. Eh bien, c'est dommage que ce soit un jeune homme qui soit en France. Parce que la question qui me vient tout droit à l'esprit, que fait-il en France? Alors, si je prends la sous-région, je suis plus vieux que Paul Biya, qui se présente à l'élection présidentielle. Dans la sous-région, je suis certainement plus vieux qu'Obiangema Mbaza. En Afrique, je suis certainement plus vieux que Dramane Ouattara, certainement. Et quand je prends le monde, si je ne prends que les deux grands chefs d'État, les deux grands pays du monde, les États-Unis d'Amérique d'une part et la Russie d'autre part, j'ai le même âge que Trump et celui qui l'a succédé. Nous avons le même âge. Poutine est né en 1952. Je suis né en 1954. Alors, donc, quelqu'un qui est en France et qui n'a pas la culture qu'on doit avoir lorsqu'on est en France, il donne envie de dégueuler. Alors, troisièmement, il y a quelqu'un qui a dit exactement ceci. Il a été également identifié. Il est de Ngoni. Si Ondos a des problèmes avec Oligui Nguema, il n'a qu'à régler ses problèmes avec Oligui. Il n'a qu'à laisser Ngoni tranquille. Eh bien, moi, je suis de Minvoul. Lui, il est de Ngoni. Parlons beaucoup, mais parlons juste. Je vais donner quelques indications. Sur le plan administratif, Minvoul est un district qui date de la coloniale. Ngoni ne doit sa naissance qu'à Omar Bongo. Omar Bongo n'aurait jamais existé que Ngoni n'existerait pas en tant que district. Lorsque, véritablement, vous prenez Minvoul, Léon Mba n'a jamais créé Minvoul. Ce n'est pas Omar Bongo qui a créé Minvoul. Ce n'est pas Ali Bongo qui a créé Minvoul, et encore moins Oligui Nguema. Une preuve implacable. Je suis né le 17 juillet 1954. Et sur mon date de naissance, c'est écrit Afrique équatoriale française. Territoire du Gabon, région du Orientam, district de Minvoul. Minvoul existait sous la coloniale, ce qui n'est pas le cas de Ngoni. Deuxième élément, sur le plan géographique, Minvoul est le département le plus étendu du Gabon, sur Mekambo. Alors, rien qu'en termes d'étendue, Minvoul regorge de ressources du sol et du sous-sol. Carte géologique faite par les Allemands faisant foi, je l'ai. Je ne sais pas de quelle recherche regorge Ngoni. Ensuite, en 1960, Minvoul était le premier producteur de cacao au Gabon. Premier producteur de cacao. Ensuite, le planteur de Minvoulois, rien qu'après la saison, achetait des véhicules. Il y en a qui ont acheté des Mercedes, des bus Mercedes commandés d'Allemagne, tout neuf. Minvoul, car tout le monde l'a vu, en tout cas des gens de ma génération. Ensuite, j'ajoute que les planteurs Minvoulois ont eu des 404 bâchés. Prenons Ngouni. Est-ce qu'il y a un paysan de Ngouni qui a acheté un seul véhicule? Vous pouvez me dire lequel, à partir de quoi? Nous passons. Prenons en 1924. En 2024, pardon, Minvoul a nourri tout le Wellington. Le marché d'Oyem a été fondamentalement nourri par Minvoul. En poisson frais, en poisson fumé, en agrumes, en atanga, en banane,
en manioc. Ngoni nourrit qui au Wotowe? Je n'ai pas fini. Ensuite, Ngouni est le coin du Gabon qui a le plus grand nombre de généraux. Bien. À ma connaissance, sauf erreur ou omission de ma part, Mimvoul en a 4. Dans les 4, le premier est un marin, baccalauréat. Il a fait ses marques et il est devenu général. Le deuxième, c'est un militaire. Il a fait un baccalauréat à Bessieux, est passé par l'école de guerre aux États-Unis. Il parle indifféremment français et anglais et il est devenu général. Les 2 derniers appartiennent à la médecine militaire. Ils sont tous les 2 agrégés effectivement de médecine. Ngoni a un agrégé. Ngoni a un professeur. Si on compte le nombre de professeurs titulaires qui a Mimvoul, de professeurs qui a Mimvoul aujourd'hui, ils sont nombreux. Ngoni a combien d'enseignants à une université? Alors, maintenant, pour aller à Mimvoul, vous prenez une piste de cacaoyère. Mimvoul qui a tant d'ingénieurs donnés au Gabon, tant de cadres donnés au Gabon. Piste de cacaoyère, une piste d'éléphant pour aller à Mimvoul. Pour aller à Ngoni, on emprunte une piste d'éléphant. On appelle cela l'injustice. Si je me permets de parler, jeune, cher jeune, c'est pour vous dire que on appelle cela l'injustice. Ce que véritablement les gens de Ngoni devraient faire aujourd'hui, c'est demander pardon aux autres de la nation. C'est ce qui construit une nation. Et vous devez savoir que je serai le seul qui pourra vous protéger. Parce que je pourrais dire demain aux gens de Mimvoul, ne leur faites pas ce que vous-même vous avez suivi. Je pourrais dire aux Walentem, ne leur faites pas cela. Je pourrais dire aux gens de Chibanga, ne leur faites pas cela. Je pourrais dire cela aux gens de Mouila. Je pourrais dire cela aux populations de Port-Gentil. Moi seul pourrais leur dire. Je pourrais appeler mon beau-frère Louembe pour lui dire, dites au Nzebi de Koulamoutou de ne pas le faire. Voilà où nous en sommes. Alors, réfléchissez à ce que vous faites et à ce que vous dites. Je vais bien croire que vous soutenez le putschiste en chef. La dernière chose que je dirais à cet effet, c'est que le putschiste en chef, lorsqu'il a fait le tour du Gabon, il est parti en Ngoni. Peut-être pensait-il que personne ne comprend Teke en dehors de lui-même. Il a parlé en Teke, il a utilisé un proverbe Teke pour dire la feuille de manguier tombe toujours au pied du manguier. Ceux qui étaient présents peuvent le confirmer. La feuille du manguier tombe toujours au pied du manguier. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Cela veut dire, ne suivez pas les gens qui sont avec moi, les gens du Nord qui se baladent avec moi. C'est vous qui avez réellement le pouvoir. Ça, j'ai été à Chibanga, j'ai été à Port-Gentil, j'ai été à Oyem, j'ai été à Bitam, j'ai été à Mimvoul, j'ai été à Midi. Et j'ai eu un seul moment un discours de telle nature, un discours tribaliste. Au lieu de parler de ça, vous venez insulter Ondosa. Sachez que demain, Ondosa sera votre seul rempart. Ne dites pas des bêtises, jeune homme. Il faut que nous construisions notre pays. Et pour le construire, vous avez besoin, vous de Ngoni, vous du Haut-Ogooué, d'être absous par les autres Gabonais. Moi, j'en parle clairement parce que c'est mon devoir. Unir les Gabonais, faire en sorte qu'on construise ensemble notre pays sans exclusion. Alors, il y a un autre, et j'aimerais terminer par un ministre qui, semble-t-il, a menacé de fermeture Gabon Media Times. Alors, on se demande dans quel pays on est. Nous avons au Gabon la haute autorité de la communication. Quel pouvoir a un ministre pour prétendre menacer de fermeture
Gabon Media Times. Or, Gabon Media Times, c'est ce média qui fait en sorte que notre espace soit un espace démocratique. On n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de dire non. Tout le monde, tout le monde doit être derrière le putschiste en chef. C'est ça la démocratie que vous nous défendez. Et vous, les jeunes, vous êtes là à soutenir cela. Arrêtez. Là, moi, je lance une menace au ministre. Qu'il essaye, qu'il compte des jours. Si Gabon Media Time est fermé, qu'il compte des jours. Il sortira de ce gouvernement et par la petite porte. Un ministre n'a pas autorité de fermer un média. Ça ne relève pas de sa compétence. Maintenant, si je tiens ce discours, il est clair. Nous avons intérêt à construire notre pays. Avec nos dissensions, avec nos contradictions. Oligui Nguema est là. Oui, il est là. Comment? Monsieur de Ngouni, si vous étiez à ma place, quand Bongo Ali a été élu, les gens de Mivou ont fait un complot contre lui. Vous pouvez me dire, ils se sont réunis, vous, et ont fait un complot. Or là, deux personnalités de Ngouni se sont unies aux autres du Haut-Ogooué pour faire un complot contre Ndossa. Et je vais révéler aujourd'hui ce qui a été prévu. Il y avait deux camps. Un camp qui disait, laissons Ndossa gagner. Et puis 2 jours après, on va le buter. Voilà ce qui a été dit. D'autres ont dit non, n'allez pas dans ces voies. Il vaut mieux faire une révolution de palais. Voilà où nous en sommes. Ce complot, c'est les extrémistes du Haut-Ogooué, extrémistes Batéké et autres extrémistes du Haut-Ogooué qui sont bien connus. Alors, vous voulez m'empêcher de parler? Je ne peux pas me plaindre. Je dois courber les chines. Oligui vient, il vole ce qui m'appartient. Je n'ai même pas le droit de réclamer. Dans quel pays voulez-vous nous mettre? Alors, si j'ai un conseil à vous donner, monsieur de Ngouni, dites à Oligui Nguema s'il veut être tranquille, qu'il remette à Ndossa ce qui lui vient de droit et qu'il s'en aille d'où il vient. Le pouvoir du Gabon n'appartient pas, n'est pas la propriété du Haut-Ogooué et encore moins des gens de Ngouni. Voilà ce que je voulais vous dire en toute fraternité, tout en sachant que c'est moi qui suis capable de vous protéger demain et que je ne suis pas en train de vous vilipender. Je vous amène à la raison parce que précisément ce que vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas ainsi qu'on construit un pays et encore moins un pays démocratique. À présent, je suis prêt à recevoir vos différentes questions. Je vous remercie. Alors, il dit une réclamation utopique du poste de président en référence aux élections de 2023. Bah, écoutez, vous êtes libre d'émettre votre point de vue. Si vous pensez, monsieur Junior, si vous pensez que c'est utopique de ma part, vous êtes libre de le penser. Si vous pensez que tout ce que j'ai dit n'a pas de sens, c'est bien pour vous. Mais je ne parle pas pour vous, monsieur. Et si vous n'êtes pas content et si vous ne voulez pas suivre ce que je dis, vous éteignez, vous allez d'où vous venez. Maintenant, je parle. Je sais que vous n'êtes pas, vous faites partie de la minorité des Gabonais. Parce que tous les Gabonais aujourd'hui crient à haut et ne veulent plus d'Oligui Nguema. Vous êtes certainement en train de préserver vos acquis. J'ai gagné l'élection de 2023, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Et dans mon discours, je sais que vous ne l'avez pas écouté. Ce qui vous a intéressé,
c'est votre question. Eh bien, je vous réponds en vous disant que je ne suis pas mu par le fait d'avoir un pouvoir absolument. Mais notre pays va mal, à moins que vous ne, vous ne vouliez pas regarder. Notre pays va mal, il va très mal, il y a des gens qui souffrent. Le but pour vous répondre précisément, de mon intervention est d'interpeller le peuple gabonais, de lui montrer la voie. Parce que là, au point où j'en suis aujourd'hui, ça ne se passera pas autrement. Oligui Nguema va partir. J'en suis absolument sûr. À partir de ce moment-là, là n'est pas le débat. Le débat, c'est que je prépare les Gabonais qui croient en moi et qui pensent que ce pays doit être transformé. Effectivement, je les prépare à cette transformation. C'est tout. Mais vous, puisque vous n'y croyez pas, puisque vous êtes prêt à aller vous jeter à la mer, allez-y. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas. Et de nombreux Gabonais ne vous suivront pas, hein, monsieur Deno. Alors, donc, je vous comprends. Nous sommes en démocratie. Vous êtes libre de défendre votre démocratie, c'est vrai, mais sachez que ce pays nous appartient tous. Une partie du Gabon ne s'écroulera pas et ne laissera pas de côté une autre partie. Le Gabon, s'il s'écroule, tous, nous serons perdants. Donc, je suis de ceux qui veulent sauver le Gabon. Voilà euh, l'objet. Et se dire qu'il y a un petit reste, c'est cela que le Gabon compte pour se redresser. Et tel que vous fonctionnez, pour redresser le Gabon, on n'a pas besoin de vous en définitive. Vous vous excluez de facto. Je vous remercie. Et c'est du reste votre droit. Merci. Alors, sinon, vous n'aurez pas obtenu même pas 1%. C'est une affirmation gratuite. Et ça, on a déjà entendu ça. Si c'est le putschiste en chef qui vous a rédigé cela, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Si vous dites que vous avez voté pour moi à cause des autres, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous, on a voté, on sait qui. Est-ce que vous vous mettez dans le on si vous n'êtes pas capable de vous exprimer, de vous assumer? C'est que vous ne méritez pas qu'on vous accorde de l'intérêt, monsieur. Alors, dans ce cas-là, effectivement, retournez à votre mode d'écriture puisque vous ne savez même pas vous exprimer pour dire clairement, on vous a voté à cause des autres. Non, il faut être clair. La question n'est pas précise. Et c'est une mauvaise question à laquelle maintes fois j'ai répondu. Et je dois vous dire qu'on ne vote pas effectivement quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre. Normalement, quand on est en démocratie, on vote un programme et à travers le programme, un individu. Si vous ne le savez pas, ben, ce n'est pas votre faute. Vous n'en avez pas connaissance. Je suis désolé pour vous. Merci. Alors, j'ai dit les mêmes choses lors des élections en avril, mais il y a finalement eu élection. Quels sont vos piliers pour récupérer le pouvoir? Alors, j'ai dit la même chose. Si vous trouvez que j'ai dit la même chose, de deux choses une, ou vous n'avez pas suivi mon discours en intégralité, ou alors vous vous êtes contenté de prendre ce qui vous arrange. Et je préfère penser que c'est moi qui me suis mal exprimé. Et dans ce cas-là, je vais redire ce que exactement j'ai dit avant l'élection du 12. J'ai dit que cette élection ne sera pas valable. N'allez pas voter. Et si d'aventure il y a vote, elle ne sera pas reconnue par la communauté internationale. Maintenant, vous n'avez pas l'information.
Demandez à ceux qui accompagnent Olivier Nguema à l'extérieur s'il est reçu comme un chef d'État. Demandez-le lui. Alors, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est normal, je vous excuse, mais ne faites pas de ce que vous avez dans votre tête une vérité, parce que la vérité, elle est bien plus complexe et bien plus large que ce que vous avez dans votre tête, monsieur. Alors, ce que j'aimerais dire à monsieur Léance Royal, Royal ou Royat, puisque ce n'est pas votre nom, je suppose. Vous avez pris un pseudonyme, mais sachez très très bien que ça ne change rien. Parce que si je veux retrouver exactement qui vous êtes, par satellite, on vous capte, on sait où vous situez et on donne votre vrai nom. Donc, c'est pas la peine, je ne ferai pas ça. Mais je vous dis que c'est pas la peine de prendre des faux noms. Assumez-vous. Moi, Albert Ondosa, je prends mes responsabilités et je parle je m'assume. Maintenant, vous devez vous assumer pour me poser des questions. Comme ça, on sait au moins qui parle. Assumez-vous. Ne prenez pas des faux noms. Parce que je sais également, et je l'ai déjà dit, qu'à la présidence, il y a une cellule qui s'occupe de la com et qui pose de telles questions qui sont à la mesure de la médiocrité de cette cellule. Donc, c'est ce que je vous ai à dire. Je ne dis pas la même chose. Et je l'ai dit dans mon discours, dommage que vous n'avez pas suivi. La lutte politique n'est pas linéaire. La lutte politique est faite d'avancées et fait de recul. On a parlé de 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc, si vous considérez que ce que je fais n'a pas d'intérêt, ben, rien, ne suivez pas. Allez chez vous et laissez l'antenne aux autres. Ceux qui croient en ce que je dis sont nombreux. Ils sont des Gabonais des masses qui m'appellent, qui me téléphonent, qui m'envoient des messages jour et nuit pour bien dire qu'ils sont derrière moi et qu'ils ont espoir que le Gabon, par moi, va se redresser. Et je leur dis un message simple, c'est bientôt que cela va se redresser. Et je vous ai donné dans le discours que je viens de lire les étapes de ce redressement. Si ça ne vous intéresse pas, c'est tout à fait normal. Ce qui vous intéresse, c'est que vous entendiez Kondosa aussi a courbé les chines pour aller me mettre à genoux devant le putschiste en chef. Ça ne risque pas d'arriver. Merci, monsieur. Au revoir et bonne soirée. Les boursiers sont des atouts pour le Gabon. Mais comment l'État ne prévoit pas des mécanismes qui favorisent un suivi et une intégration dans l'administration? Cette question-là, il faut la disséquer. Il n'y a pas de lien direct entre la formation et le fait d'être intégré dans la fonction publique. Il n'y a pas de lien direct. Lorsqu'on est formé, on est formé pour rechercher un emploi. Et là, dès lors qu'on est nanti d'un diplôme et qu'on est à la recherche de l'emploi, on fait partie de ce qu'on appelle le chômage frictionnel. On est à la recherche du premier emploi. Et ce premier emploi n'est pas nécessairement public. Il peut être public ou privé. Et c'est là précisément que celui qui est détenteur d'un diplôme doit aller à la recherche de l'emploi. Qu'est-ce que l'État fait? L'État crée un cadre où se rencontrent les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. C'est tout ce que peut faire l'État. Pourquoi? Parce que la fonction publique est engorgée. Les dépenses de fonctionnement, surtout la masse salariale, ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Donc, il y a une contrainte forte à ce niveau. Nous avons dépassé cette norme depuis. Le Gabon ne la respecte pas. C'est une norme communautaire. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le pays à l'investissement international de manière telle que les jeunes
qui disposent des diplômes puissent se porter comme demandeurs d'emploi sur les offres d'emploi que sont les entreprises. Donc, véritablement, ce que l'État fait, l'État doit former des gens. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des gens formés pour se mettre au service du développement. Mais le service du développement, le développement n'est pas nécessairement public. Il est avant tout privé parce que la croissance procède du secteur privé. Et c'est là, par les créations par les grandes entreprises, par la création des PME et PMI. C'est par ce canal-là qu'on réussit à absorber les demandes d'emploi non satisfaites. Alors, donc, je ne pense pas, l'État a une obligation de formation, mais l'État n'a pas pour obligation d'absorber les jeunes diplômés dans la fonction publique. Il le fait à la mesure des places disponibles. Voilà la réponse que je peux vous donner en toute objectivité, dans le sens où nous allons pour redresser effectivement ce pays. Je vous remercie, Monsieur Bouligny. Mugula Mamundo Eli Scandela. Le but de la prise du pouvoir par le CTRI était la restauration des institutions. Quelles institutions ont été véritablement restaurées selon vous? Moi, je ne vois pas quelle institution a été restaurée. La première institution de la République, c'est la présidence, c'est le président de la République. Le putschiste en chef aurait dû respecter le vrai verdict des urnes et remettre le pouvoir à celui qui a gagné l'élection. Au lieu de cela, il s'est empressé lui-même d'être là et de se maintenir là par la force et par la fraude. Donc, il n'a restitué aucune institution. Et il a plutôt avili les autres institutions en mettant coquin, ses parents. Voilà comment il a détruit le pays en termes réels. Et voilà pourquoi il doit partir le plus rapidement possible. Sinon, le pays sera encore plus détruit. Donc, il n'a restauré aucune institution. Et là, vous pouvez vous rendre compte de la nature même de l'homme qui dit une chose et fait son contraire. Alors, il répète, il a voulu restaurer les institutions. Moi, je ne sais pas quelle institution il a restaurée. Nous en sommes là aujourd'hui. Le Gabon s'enfonce, le Gabon s'engouffre, le Gabon va vers une récession qui ne dit pas son nom. La pauvreté, effectivement, augmente et je ne sais quoi dire. Il a plutôt détruit, contribué à détruire davantage notre pays en termes réels. Voilà ce que je pourrais vous dire, Monsieur Mangela. Voilà. Merci. Que pensez-vous du gouvernement de salut national du docteur Mangara? Accepterez-vous d'être le président de ce gouvernement? Ben, je vous réponds clairement, je ne suis pas le président de ce gouvernement. Si je suis le président de ce gouvernement, j'aurais dû nommer le docteur Mangara ministre. Mais je l'ai félicité, il faut comprendre pourquoi. C'est un acte politique. J'ai dit aux Gabonais que je ne donnerai pas de mot d'ordre, mais que chacun d'entre eux fasse preuve d'initiative pour prouver ce qui peut faire en sorte qu'au mieux, qu'il y ait un retour rapide à l'ordre républicain. Mangara, il y a répondu à sa manière. Il a formé un gouvernement de salut national dont le but est de lutter pour qu'il y ait un recours à l'ordre républicain. Il a répondu favorablement au message que j'ai fait aux Gabonais. Je trouve que c'est une bonne chose. Et il n'ambitionne pas être président de la République, il n'ambitionne pas être Premier ministre en réalité, il n'ambitionne pas
de pouvoir se porter candidat aux différentes élections. Non, 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 non. Il prend position avec ses collègues pour dire que la mascarade doit s'arrêter et user de cette interface qu'est le gouvernement en exil pour pouvoir faire le même travail que je fais en France. Lui, il le fait aux États-Unis pour faire comprendre aux instances internationales que le putschiste en chef n'a pas sa place et que pour le Gabon, le meilleur est qu'il parte au plus tôt. Donc, je félicite Mangara pour cette initiative. Mais moi, c'est pas mon premier ministre parce que je ne l'ai pas nommé. Deuxièmement, je ne fais pas partie de son gouvernement. Mais je trouve que ça fait une initiative que peut prendre d'autres Gabonais, peuvent prendre de telles initiatives, des Gabonais qui savent que le putschiste en chef est là pour détruire notre pays. Il faut qu'il parte dans les meilleurs délais. Voilà ce que je peux dire à propos de cela. Je vous remercie. Monsieur Comté de Beveli, pourquoi le secteur privé pour vous n'a d'essence que par les investissements internationaux? Pensons d'abord à créer des leviers de croissance endogène qui procèdent de la création et de la consolidation d'un tissu économique. Alors, je pense que ceux qui disent ça ne savent pas comment fonctionne une économie et ce que c'est une économie. D'abord, l'économie, le critère national n'existe pas sur le plan économique. Le produit intérieur brut, ainsi que je l'ai dit l'autre jour et je le répète, c'est la somme des valeurs ajoutées des unités de production résidentes. Le critère en économie, c'est le critère de résidence, celui qui est résident. Qu'est-ce qu'on appelle résident? C'est une institution qui exerce son activité sur le territoire national pendant au moins un an. Et on fait appel à l'investissement international parce que c'est l'investissement international qui a de gros investissements, c'est qui draine des investissements internationaux qui peuvent permettre de résoudre et de régler les problèmes de chômage, de réduire le chômage et même de les résorber, et qui peuvent entraîner les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises. Et en fait, ces petites et moyennes entreprises, c'est cela qui constitue un tissu. Vous parlez des choses, vous dites la création d'un tissu économique ou la consolidation. Je vous dirais que le tissu économique n'existe pas. J'ai déjà répondu à cette question. Le tissu économique n'existe pas. Le tissu économique, c'est quelque chose de bien précis, de bien huilé, où vous avez dans un marché des entreprises nationales qui offrent, des entreprises qui demandent. Or, la caractéristique de notre économie, c'est être une monoculture d'exportation. Le Gabon, c'est essentiellement le pétrole. Alors, vous avez une PME qui peut rentrer dans le pétrole. Comment? Laquelle? Elle est de qui l'a créée et comment? Alors, ce qui veut dire que précisément, nous devons bénéficier de ces financements internationaux qui vont être des éléments d'entraînement des PME et des PMI gabonaises. Si nous avons à faire des routes et que, bien évidemment, vous donnez les accoudements aux PME, PMI, effectivement, ce petit marché leur permettra de se développer et petit à petit, nous aurons des entreprises qui vont déjà embaucher des Gabonais, des petites et moyennes entreprises, qui vont prospérer et de manière telle qu'on arrive à élever notre produit national. Donc, la question que vous me posez, c'est des gens qui ont lu des choses dans les livres et qui ne comprennent pas pratiquement comment cela se fait. Hein? Tissu national, croissance endogène, ça c'est des termes éculés, croissance endogène. C'est des termes des années 60. Alors donc,
Véritablement, on est loin des années 60. Ces termes-là ne sont plus usités aujourd'hui. Alors, donc, je suis désolé. Voilà ce que je peux vous dire. Véritablement. Et quand vous voyez des rapports de nos experts nationaux, souvent c'est des mots comme ça qui reviennent. Et quand vous avez des institutions internationales, ils rigolent devant de tels rapports parce que c'est du Mathusalem sur le plan économique. Je vous remercie. Véritablement, nous n'en sommes pas là. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'une véritable expertise adaptée au raisonnement présent et qui comprenne vraiment les rouages de l'économie internationale. Je vous remercie. Ne serait-il pas mieux de faire la paix et de rejoindre l'équipe afin d'avancer et évoluer? Alors, cette question-là, je réponds à chaque fois. Et il n'a jamais. D'abord, monsieur qui parle, il ne donne pas son nom, il se cache. Donc, quelqu'un qui est anonyme, je ne réponds pas à cette question. Il faudrait vous décliner, il faudrait vous dévoiler. Ne posez pas des fausses questions parce que vous-même, vous êtes fou. Vous êtes fou pourquoi? Parce que vous ne réussissez pas à décliner votre identité. Ce n'est pas un bal masqué, monsieur. Moi, je me présente devant vous à visage découvert. Présentez-vous à moi à visage découvert si vous êtes sérieux, si vous êtes compétent et vous savez ce que vous avez à dire. Maintenant, quand on vous a glissé une question, vous la reprenez, vous n'êtes qu'un répétiteur. Et dans ce cas-là, tout ce que vous avez de mieux à faire, c'est aller vous asseoir. Ne me prenez pas du temps pour rien, monsieur. Je vous remercie. Monsieur Boulingui, professeur, au Gabon, nous avons une faible population. Est-ce que le progrès économique que nous voulons peut passer par un renforcement des politiques de natalité? Bien, cela s'est passé dans d'autres pays. À l'après-guerre, l'Europe s'est trouvée dans la même situation où la natalité était faible. Et on a mis au point ce qu'on a appelé le baby boom. C'est une politique délibérée. Mais cette politique passe par un certain nombre de choses. Elle passe par la croissance, elle passe par l'augmentation du revenu, elle passe par les conditions de santé, elle passe par des conditions de scolarité, elle passe par un certain nombre de choses que j'ai dictées. Et tout cela de manière hulée. Nous avons une faible population, c'est un constat. Ce qui veut dire en termes clairs que nous ne pouvons pas avoir l'industrialisation comme des pays qui ont 50 millions d'habitants. Alors, ce qui est clair, c'est que on parle de dimension nationale. Pour qu'un pays aille de l'avant, se développe, c'est ce que Kuznet a appelé la dimension nationale, un minimum de 10 millions d'habitants. Or, le Gabon est loin d'atteindre cette population. Et c'est là que nous devons avoir une politique volontariste, une politique nataliste. Et cette politique-là, elle n'est pas faite d'à peu près. Elle implique une politique de santé, elle implique une politique de formation, d'éducation. Et tout cela doit aller ensemble pour que là, notre population croît au taux de 2% l'an. Et cette croissance-là nous pose des problèmes parce que les infrastructures d'accueil ne répondent pas. Les infrastructures scolaires ne répondent pas. Les infrastructures universitaires ne répondent pas. Par conséquent, c'est tout un ensemble. Il faut prendre ça comme objectif, l'augmentation de la population. Puisque nous avons un taux de croissance annuel de population en moyenne de 2%, est-ce que nous pouvons passer à 3%? Cela suppose effectivement des mesures sur le plan sanitaire, des mesures qui sont prises par les autorités, et ces mesures-là, effectivement, doivent permettre d'y aller. Donc voilà un peu où nous en sommes, et pour dire que véritablement, ce n'est pas des choses qui se décrètent, il y a un constat, il faut que nous analysions et que nous voyons par quels moyens nous devons y aller, mais pour y aller, il faut effectivement
que nous prévoyons d'absorber le surcroît des naissances, le surcroît de population. J'ajoute que nous avons à l'hôpital général des femmes qui accouchent à même le sol. Est-ce que les structures sont viables pour une augmentation de population? Non. Nous avons à l'intérieur du pays des conditions sanitaires exécrables. Est-ce qu'avec cela, nous pouvons augmenter? Nous avons des maladies endémiques. Est-ce qu'avec cela, on peut augmenter la population? Non. Nous avons effectivement des pandémies terribles qui limitent notre population. Est-ce que les chercheurs se sont mis au travail pour véritablement s'intéresser à ce problème? Quels sont les budgets de recherche attachés à cela? Voilà les questions préalables qui doivent être posées. Et je vous dirais que nous sommes dans cette situation et c'est malheureusement le cas. Et il faudrait au préalable se poser les bonnes questions, prendre les bonnes options et se dire que ce n'est pas un clapement de doigts, c'est pas l'emporte-pièce, mettre en place un plan pour que notre population augmente d'année en année. Et cette augmentation vise un objectif. Cela suppose quels sont les objectifs que nous visons. On augmente une population pas pour le but de l'augmenter, mais pourquoi l'augmenter? Quels objectifs nous voulons atteindre? Ce sont des questions préalables qu'il faut se poser et auxquelles il faut trouver des éléments de réponse. Je vous remercie. En tant que président, quel est votre regard sur les récentes destructions de bâtiments, notamment situés au carrefour Esni de Wendo et derrière l'Assemblée nationale, et quelles mesures, selon vous, devraient être prises pour protéger les citoyens et leurs biens? Je me suis déjà exprimé longuement dessus. Et j'ai donné, dans les pays où cela s'est fait, notamment au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, de la manière dont cela s'est fait. J'ai par ailleurs décliné la manière dont moi, je l'aurais fait. Alors, vous me reposez la question, je vais répéter ce que j'ai dit. Ce que je disais alors, c'est que généralement, on ne commence pas par casser. On commence à reconnaître la zone d'utilité publique, voir qui a un permis d'occupation de cette zone. Est-ce que c'est des terrains privés? Est-ce que c'est des terrains publics? Si c'est des terrains privés, l'État peut tenter une procédure d'expropriation, mais ou de réquisition, mais en respectant ceux qui sont là, les ayants droit, en respectant ceux qui sont installés. Cela commence par un recensement. Dès que le recensement est fait, on a délimité la zone qu'on souhaite déclarer d'utilité publique et on sait exactement quels sont les projets qui y seront développés. Sur cette base-là, on passe bien sûr à l'évaluation des maisons, des agences économiques qui y sont installés. Dès lors qu'on a évalué, l'État va dans un second temps rechercher des financements. Un, pour les indemniser. Et entre-temps, comme ce sont des familles, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à l'époque, dans mon programme, j'ai proposé une zone de logement permanent. Si un quartier doit être refait, on a la zone de logement, on va d'abord déloger les gens et les mettre dans cette zone. Une zone viabilisée, où il y a des maisons, où il y a des écoles, où il y a des hôpitaux, où il y a des infirmeries et des conditions normales où il y a l'eau et l'électricité. Et ensuite, dès qu'on a fait cela, par l'évaluation, on discute avec les ayants droit pour savoir
ce qui leur revient de droit. Qu'est-ce que l'État va leur payer? Et on négocie avec des opérateurs qui viennent construire. Et là, dans ce cas, effectivement, au terme de la construction, mais généralement ce type de construction, à mon sens, ne devrait pas dépasser 2 ans. Au terme de la construction, les premiers, ceux qui ont un droit de préemption, c'est d'abord les gens qui ont été délogés. Ils regagnent ces logements qui, selon certaines modalités, est-ce que ce sont des locations rondes ou alors effectivement des locations simples, selon les statuts des uns et des autres, et ce qui a été recensé, le coût de leur maison sert d'avance au projet. Et c'est ainsi qu'ils sont relogés. Voilà comment ça se passe sommairement dans les autres pays. Mais là, ils ont été délogés de manière sauvage. Et ce qu'il faut déplorer, je l'ai dit l'autre jour, si vous avez effectivement 2000 personnes délogées, on va aller, on va prendre effectivement 200 logements qu'on va distribuer, amener la chaîne 1 et Gabon 24, faire la publicité, faire la com. Ça ne représente rien parce que finalement, on n'a rien fait de sérieux. Donc voilà ce que je peux dire effectivement à propos de cela. Donc c'est comme tout ce que fait le putschiste en chef. C'est une très très mauvaise décision. C'est une mauvaise politique. Tout ce qu'il fait, c'est la catastrophe. Véritablement, rien n'est bon pour notre pays. Bien évidemment, vous trouverez des personnes pour justifier, mais quand vous vérifiez bien ces personnes, il a un petit poste à protéger, il a effectivement des subsides qu'il reçoit, on l'a appelé, on lui a donné 50 000 pour qu'il puisse parler, on lui a donné tant d'argent pour qu'il puisse insulter. Malheureusement, ce n'est pas cela qui construit un pays. Voilà ce que je peux vous dire, effectivement, cher monsieur. Merci. Alors, quel plan d'action envisagez-vous pour réforme de notre système éducatif? Comptez-vous le moderniser et le redynamiser afin d'adapter aux réalités actuelles de notre pays, de notre économie? Ça ne veut rien dire, tout ce que vous dites là vers la fin. Alors, dans mon propos introductif, j'ai bien expliqué tout cela. Et il faudrait revoir ce que j'ai dit, mais je vais pouvoir vous l'expliquer. On n'adapte pas un système éducatif aux réalités de notre pays. Ce serait un système factuel. Pourquoi? Parce que les réalités du pays changent au jour le jour. La configuration du pays change au jour le jour. Or, un pays est fait pour durer ad vitam aeternam. On forme les gens. Voilà pourquoi euh, l'adéquation travail-emploi, formation-emploi, c'est du Mathusalem. On parle de la flexibilité du travail. Et quand on parle de la flexibilité du travail, donc on forme des gens qui peuvent se retrouver au chômage demain et qui peuvent s'adapter pour trouver un autre emploi, qui peuvent passer d'un emploi à un autre, à la recherche du meilleur rendement pour les entreprises, à la recherche de la meilleure performance, et à la recherche du meilleur revenu. C'est ce qui se passe dans les sociétés développées. Et nous y allons résolument. Donc, adapter le système d'enseignement à notre médiocrité latente, ce n'est pas un système, c'est un système éducatif au ras des pâquerettes. Il faut regarder nouvellement et se dire qu'on forme les Gabonais et que ce qui est important qu'un Gabonais soit aux États-Unis, c'est le recours du capital. Chez nous, c'est une exportation du capital humain. Il faut que nous ayons des Gabonais bien formés dans tous les secteurs. S'il n'y a pas de travail sur le plan local, qu'ils puissent s'expatrier et cela constituera un retour de capital dans notre pays. Et notre pays va s'enrichir davantage. C'est ce qui se fait chez les autres. Je vous remercie.
Monsieur Serge Zembe, vous avez, comme nous, vu la facilité avec laquelle les passeports gabonais étaient falsifiés. Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de nettoyer les services pour éviter ce type de problème à l'avenir? Oh, on n'a pas besoin de nettoyer les services. Le jour où vous avez un vertueux à la tête de l'État qui placera un vertueux là où on fait les passeports, automatiquement tout va se régler. Je l'ai vu à l'éducation nationale, les mêmes qui vendaient le baccalauréat au marché, c'est eux qui m'ont fait le baccalauréat au DOSA. Ce qui compte, c'est la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Si la tête est vertueuse, tout est vertueux. Or, pour le moment, nous avons une tête pourrie. Et c'est ça le mal de notre pays. Donc, aucune réforme ne peut se faire dans des conditions optimales si la tête est pourrie comme elle l'est en ce moment. Je vous remercie. Le général président a contesté les chiffres du Fonds monétaire en rapport avec la dette du Gabon. Qu'en pensez-vous? Bon, le général président, il conteste. Il est à même de contester. Sur quoi se font-ils pour contester? Pour contester, il faut en avoir les capacités. Quelle capacité a-t-il de contester les données de la mondiale qui sont des données normées, croisées, traitées? Il a quelle aptitude pour véritablement contester? Alors, s'il l'a fait, c'est que certains de ces techniciens, son ministre des Finances certainement, lui a dit de contester. Et lui, il répète ça, il conteste. Alors, que voulez-vous que j'en pense? Ça veut dire que notre État est par terre, au ras des pâquerettes. Nous avons besoin de la Banque mondiale pour nous redresser. Nous avons besoin du Fonds monétaire international pour nous redresser. Et ainsi que je l'ai expliqué l'autre jour, nous avons des interfaces. Dès lors qu'un pays est en difficulté comme le nôtre, l'interface privilégiée au départ, c'est le Fonds monétaire international pour des problèmes d'ajustement. Dès que vous avez signé avec le Fonds monétaire, les bailleurs de fonds peuvent effectivement vous regarder. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale peut se tourner vers votre économie parce que la Banque mondiale va s'occuper des financements longs alors que le Fonds monétaire international s'occupe de l'ajustement. Mais vous devez savoir que les statistiques internationales sont généralement traitées par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale sort tous les ans un CD, World Development Indicators. Et généralement, c'est là que les données sont normées, traitées. Alors, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui rentre dans sa folie et qui considère qu'il peut contester, ce n'est pas les données qu'on conteste. Ce qu'on fait, on accepte de ces données, on travaille pour inverser la tendance. On ne les conteste pas. Contester, c'est se mettre dans une phase complètement négative et qui ne produit rien du tout. Vous allez boucler, personne ne vous entend, personne ne vous prêtera de l'argent. Dès que vous vous mettez à contester les données de la Banque mondiale, personne ne vous aidera, personne ne vous ouvrira, aucune institution financière ne vous ouvrira les portes, aucun bailleur de fonds ne vous ouvrira les portes. Et là, vous devenez ce qu'on appelle un student top, c'est-à-dire un chien errant que personne ne regarde. Voilà où nous en sommes. Alors donc, si c'est la voie qu'il a choisie pour notre pays, je comprends. Mais véritablement, euh, je suis désolé qu'il ait dit ça. Ce n'est pas la bonne voie. Quand on vous dit que vos chiffres sont mauvais, on ne les conteste pas. On se dit, OK, à partir de ce moment-là, je vais rechercher les experts avec comme solution comment peut-on inverser la tendance. Cela suppose un travail à un horizon temporel. Dans combien de temps? Si on a un endettement qui est de l'ordre de 94%, ainsi que c'est aujourd'hui, il faut effectivement le réduire.
et les petits calculs qui sont faits effectivement aux finances où on essaye d'enlever les arriérés. Mais non, les arriérés ça fait partie des repères essentiels. Vous ne pouvez pas comptabiliser dans la dette sans mettre des arriérés. Donc, toutes ces manigances-là, c'est des manigances qui sont nulles et nul effet, qui n'ont qu'une seule conséquence, c'est que personne ne nous prend au sérieux et personne ne nous ouvre ses portes. Voilà, et nous sommes là à rechercher des financements que nous n'aurons jamais si nous persistons dans cette voie. Je vous remercie. Que pensez-vous du conflit Gabon-Bénin, notamment sur le plan économique? Pensez-vous que le fait d'écarter les étrangers soit la solution pour rehausser le niveau de vie des Gabonais? Alors, Monsieur Eric, faites aussi un effort lorsque je m'exprime pour me poser une nouvelle question. Faites tout pour euh, être au fait de la réponse que j'ai déjà donnée. Bon, bien évidemment, vous pouvez ne pas avoir été là et je vous excuse pour cela. Je vais essayer de reprendre ce que j'ai dit. Un conflit entre le Bénin et le Gabon. Alors, sur le plan économique, est-ce que je pense le fait d'écarter les étrangers soit la solution pour rehausser le niveau de vie des Gabonais? Je ne pense pas qu'il y ait un lien. Autant que ce n'était pas pour rehausser le niveau de vie des Gabonais, c'était pour résoudre le problème du chômage. Mais le niveau de vie des Gabonais ne se rehausse pas en chassant l'étranger. Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre la chasse faite aux étrangers, aux Béninois notamment, et le fait de relever le niveau de vie. Il n'y a aucun lien, aucun rapport. Bien évidemment, ceux qui sont prêts à défendre l'indéfendable peuvent le soutenir, mais moi, je ne veux pas le soutenir parce que je ne vois pas de lien économique direct, même indirect. Effectivement, on se boucherait le nez pour trouver un lien direct entre le fait de chasser les Béninois. Alors, je rappelle que ce que j'ai dit il y a un instant, que le critère national n'existe pas sur le plan économique. Ce qui existe, c'est le critère de résidence. Les Béninois qui résident au Gabon participent à la production nationale, tout autant que les Gabonais à l'intérieur. Et là, il peut y avoir effectivement des mesures qui favorisent les Gabonais, mais c'est la mauvaise concurrence. Ça ne rend pas les Gabonais performants. Ce sont des mesures d'annonce qui durent un moment. On ne peut pas les laisser en place 1 an, 2 ans. Non, c'est des mesures qui permettent de lancer un Gabonais, mais qui ne doivent pas perdurer. Sinon, c'est contre-performant. Alors donc, précisément, je ne vois pas les liens. On n'a pas besoin de ça pour rehausser le niveau de vie des Gabonais. On n'a pas besoin de ça pour résoudre le problème du chômage dans notre pays. Mais ça a un contre-coup, c'est que loin d'élever le niveau de vie, vous diminuez le niveau de vie parce qu'en vous attaquant à ces étrangers pour tous des secteurs bien précis, qu'est-ce qui va se passer? L'offre de ces secteurs va diminuer, la demande va augmenter et le prix des services de ces secteurs va forcément augmenter. Je vous remercie, monsieur, c'est une bonne question. Merci. Monsieur Boulingui, est-ce que la géopolitique doit conduire à un État fédéral? Il faut comprendre les problèmes dans leur essence. La géopolitique au rabais, qui n'a rien à voir avec la géopolitique euh, telle que c'est utilisé au plan international, c'est le fait que les nominations se fait en prenant compte de l'origine, se font en prenant compte de l'origine ethnique de l'individu. Alors,
généralement, ce fait-là, c'est un fait politique, il n'est nullement économique, il n'est nullement culturel. En fait, c'est le PDG qui nous a amené ça. Et nous pouvons dater. Bongo disait qu'il n'y a pas une province supérieure à une autre. Il n'y a pas une ethnie supérieure à une autre. C'est de l'aberration. C'est n'importe quoi. Or, techniquement, ce qu'on sait, le développement est déséquilibré. Il commence par un secteur, il se transmet à d'autres secteurs. Il commence par un pays, il se transmet à d'autres pays. Donc, c'est une aberration. En fait, Bongo était d'une ethnie minoritaire et il voulait tout simplement s'imposer. Et il a fait tous les calculs pour comprendre il fallait freiner les femmes. C'était son raisonnement, oubliant que ce sont les femmes qui ont fait le système Bongo PDG. Alors donc, véritablement, pour moi, je ne m'intéresse pas à de telles bassesses. Parce que si vous allez dans cela, c'est un nivellement par le bas. Et vous ne pouvez pas accroître votre productivité. Vous ne pouvez pas être en compétition face à l'extérieur. Et le problème qui va se poser demain, ce n'est pas de savoir si un fan du Nord prend la place d'un Téké de Haute-Ogooué, ce n'est pas cela. Le problème qui va se poser demain, si un Gabonais peut travailler dans son pays à l'heure d'ouverture face à 30 millions de Camerounais. Voilà l'enjeu. Et pour cela, nous avons une contrainte humaine, ainsi que cela a été dit tout à l'heure, quantitative. Nous ne pouvons pas avoir à la fois une contrainte humaine quantitative et qualitative. Cela veut dire que le Gabon devrait avoir des universités, des, euh, des établissements scolaires perform, performants et de manière telle que le Gabon ait la qualité. Les Gabonais qui ne pourront pas se placer à l'intérieur se placeront au devant. On les retrouvera au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ce sera un retour de capital pour notre pays. Donc c'est notre salut. Et ils pourront occuper les places qui sont offertes au-dedans et les places qui sont offertes au-dehors. Être en compétition avec les autres du point de vue de la qualité. Voilà l'avenir du Gabon. Le reste, la géopolitique, rencontre bien, tout cela, ça, c'est véritablement, c'est le nivellement par là. Bien évidemment, comme le PDG nous a mis dans cela, on commencera par jouer et faire en sorte effectivement qu'il y ait un dosage, mais à la limite, lorsque les enjeux se précisent, on prend le plus performant. Et ce qui a lieu aujourd'hui, c'est que ceci conduit à quoi? Ce qu'on appelle une économie de rente. Quelqu'un ne fait pas des études, mais puisqu'il est d'une minorité, il va s'imposer à un poste pour lequel il n'a aucune compétence. Et ça crée des difficultés pour un pays. Donc, il doit y avoir entre nous l'émulation, il devait y avoir des structures d'enseignement, des structures aux capacités diverses qui puissent permettre aux Gabonais de se déployer et se défendre sur le plan international, comme dans le temps. Dans le temps, les étudiants gabonais allaient en France, ils n'étaient pas les derniers. Ils étaient confrontés à d'autres nationalités, aux Français même, ils n'étaient pas les derniers. Aujourd'hui, on a perdu ça parce que précisément, nous ne sommes plus dans cet esprit de compétition. Ceux qui partaient du Gabon à l'époque pour aller en France, le bac gabonais avait une validité de plein droit, ce qui n'est pas le problème aujourd'hui. Donc voilà où nous en sommes. Et il faut remédier à tout cela. C'est une belle question. Je vous remercie. Monsieur Mougoula, alors, la SG ne peut plus répondre à la demande devenue forte en matière d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, les Gabonais payent des compteurs sans en être livrés des mois et des années durant. Que prévoyez-vous de faire pour soutenir cette société euh, dans une situation comateuse?
Je crois que vous prenez le problème par le mauvais bout. Regardez les comptes, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème de fond, et je l'ai expliqué par ailleurs, et je vais vous l'expliquer à nouveau, c'est que l'eau et l'électricité, c'est des produits qui possèdent un marché entre l'offre et la demande. La demande d'eau, l'offre d'eau, la demande d'électricité, l'offre d'électricité. Or, aujourd'hui, la puissance appelée est tellement forte que la production n'est pas capable de répondre à la puissance appelée. Pour une raison bien simple. Libreville avait 120 000 habitants, les turbines tournaient à derrière l'hôpital. Libreville a monté à 400 000 habitants, on a créé Kingele 1, on a créé Kingele 2. Libreville est monté à 500 000 habitants, on a créé Chimbele 1 tout d'abord et Chimbele ensuite. Et depuis près de 40 ans, plus rien n'a été fait. On en est là. Au point que, en plus, ce qu'il y a eu, c'est que toujours les pédigistes, les mêmes, ont cassé la SG en deux, en divisant deux activités, l'activité de production et l'activité de distribution. La SG ne fait que distribuer, mais on ne peut pas distribuer ce qui n'existe pas. Et la production, c'est la société des patrimoines qui ne produit pas parce que les mêmes prennent les sous, il n'y a pas d'investissement qui est fait, prennent les sous de l'État, ils se les partagent. Voilà, véritablement. Donc, ce n'est pas là qu'il faut tirer le problème. Il faut que l'État investisse dans l'hydroélectrique. Et dans mon plan, cela existe. Il y a effectivement Chimbele 1, il y a véritablement les chutes de l'impératrice, de l'énergie propre. Il y a Poubara 1 et Poubara 2. Il y a véritablement Aminzik fait 2. Rien que ces trois sources, vous alimentez énergiquement le Gabon, vous assurez l'indépendance du Gabon. Seulement, chaque fois qu'il est question d'investissement, les mêmes, toujours les mêmes pédigistes, ils prennent l'argent, ils se le partagent et aucun investissement n'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Il faut investir. Et là où vous fixez un an, un bon investissement, dès que vous avez un an et demi, dès que vous avez fait ça, vous avez réglé tous les problèmes, et les problèmes d'eau et les problèmes d'électricité. Nous avons Kangou. Kangou à combien de kilomètres de Libreville? 100 kilomètres. C'est rien du tout. Et on peut se ramener à 70 kilomètres par ligne droite. Donc, pratiquement, vous prenez l'eau sur le Komo et la Boukoué et vous la déversez à Libreville, vous la traitez et vous la déversez à Libreville. Elle alimente Libreville sans problème. Donc, généralement, c'est des problèmes qui n'ont que des solutions. Mais nous, des gens n'ont pas la tête à ça. Ils font le poulabillisme. C'est les élections, euh, l'argent sert à distribuer, à payer les opposants, à faire autre chose. L'argent n'est pas là pour qu'il soit investi. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Je l'ai suffisamment expliqué, je vous l'explique encore. Donc la SG en tant que telle n'a pas de problème. La SG distribue, elle ne produit pas. Alors, or, le problème de fond, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre n'est pas capable de couvrir la puissance appelée au regard de la population libre. J'ajoute en plus, euh, euh, Libreville, c'est l'urbanisation. Or, quand on a des règles d'urbanisme, une ville ne peut pas s'étendre ad vitam aeternam, ne peut pas s'étendre à l'infini, non. Une ville, c'est comme un corps humain. Si vous avez 1,40 m, vous ne pouvez pas évoluer pour avoir 1 m, 2,10 m, ce n'est pas possible. Donc, une ville a une étendue bien limitée, ce qui fait que les services appropriés concernent la ville. Donc, or, véritablement, on n'a pas fait l'urbanisme à Libreville. On a laissé la ville s'étendre à l'infini et les services ne peuvent pas suivre. Donc, tout est à refaire, comme dirait quelqu'un que j'aime bien voir dans les réseaux sociaux, tout est à refaire de ce point de vue. Je vous remercie.
dans lequel le gouverneur de province, exécutif provincial, est élu et le collège électoral du président au suffrage indirect serait ainsi constitué de 9 gouverneurs élus. Ça, c'est les méthodes pédagogiques. Tout simplement, le putschiste en chef, c'est qu'il est impopulaire et on essaye de passer, comme le PDG l'a fait dans le temps, le PDG rêve toujours de passer au suffrage indirect. Pourquoi? Parce que le suffrage universel direct, lui, est préjudiciable. Et comme de plus en plus, ils ne vont pas toujours tricher aux élections, ils sont mal et ils essayent de trouver des solutions à ce problème-là. Il n'y a pas, ce n'est pas une solution, c'est une très, très mauvaise solution. Donc, véritablement, le suffrage universel direct, euh, un homme, une voix, c'est cela qui prévaut dans notre pays et il doit en être ainsi. Maintenant, lorsqu'on aura un pouvoir réellement élu, qu'on aura une assemblée représentative de la population nationale, si besoin, et qu'on aura des responsables vertueux, si on y pense, on devra effectivement consulter la population après une étude sérieuse, faire par un cabinet d'études sérieux. Voilà ce que j'en pense. Merci. C'est une bonne question. Bien. Alors, je crois que il n'y a plus de questions. Je voudrais, en mot de fin, remercier tous les Gabonais qui me font confiance aujourd'hui. Ils sont nombreux. Ils appartiennent aux 9 provinces. Ils sont de tous les coins du pays parce qu'ils souffrent, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils pensent que je suis capable de redresser ce pays. Je ne vous décevrai pas. C'est la première chose que je vous dirai aujourd'hui. Je ne vous décevrai pas. Je ne reculerai pas. Je ne me mettrai pas à genoux, pas une seule fois devant le putschiste en chef. Mais qu'est-ce que je propose? Le travail est en train d'être fait, de s'achever, et on s'achemine vers une reconnaissance internationale tout d'abord de la victoire de A2E, qui est votre victoire. Dès que cette reconnaissance est faite, on en vient alors à ce que Albert Ondosa dirige réellement ce pays. La communauté internationale y consent tout à fait. Il appartient, et les Gabonais, majoritairement malgré le tintamarre, y consentent, puisque tout le monde est convaincu que ça va mal. Et contrairement à ce qu'on pense, les plus convaincus de cela sont même au cabinet du putschiste en chef. Voilà. Donc tout le monde sait que le pays est mal gouverné, que le pays va à la catastrophe. Alors à partir de ce moment-là, je suis venu vous rassurer de 2 choses. Un, je ne baisserai pas les bras et je ne reculerai pas. 2, que très bientôt, le pouvoir va être remis à Albert Odossa qui a gagné l'élection de 2023. On y va inexorablement. On y va résolument. Mais nous devons comprendre que ça fait partie aussi de la lutte politique et que tout va ensemble. Je commence à me rendre compte que si j'avais eu le pouvoir en 2023, je n'aurais pas toute la latitude que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas toute la liberté que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas toute la marge de manœuvre que j'ai aujourd'hui. Et cela m'a permis de bien connaître les Gabonais, savoir comment ils sont. Cela m'a permis de bien analyser les structures sociales gabonaises. Cela m'a permis de bien connaître les hommes politiques gabonais que je pensais pourtant bien connaître. Je les connais mieux aujourd'hui. Je sais qui est qui fait quoi, qui est capable de dire oui et non à la fois. Et à partir de ce moment-là,
de redresser notre pays. Donc, je vous demande d'être confiant. Je vous demande effectivement d'être serein. C'est bientôt la victoire. Nous avons fait un travail admirable. Nous l'avons fait sur le plan interne. Nous le faisons sur le plan externe. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de voir des grandes entreprises qui peuvent nous aider à résorber le chômage. J'y travaille résolument. Alors donc, voilà où nous en sommes. Et j'ai tenu à vous parler ce soir à cœur ouvert pour vous avertir que ceux qui pensent que l'élection qui a eu lieu le 12 avril est une élection, voilà, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe. Un chef d'État qui est élu et 3 mois après qui est contesté, lamentablement, il faut le faire. Ceux qui ont pensé que les législatives, qui peuvent aller aux législatives parce qu'ils ont un transporteur à défendre et qu'ils peuvent mentir, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, c'est deux camps. Ou vous êtes pour le putschiste en chef, ou vous êtes pour euh, la République qu'incarne à deux eaux. Il n'y a pas de troisième voie. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons lutter pour revenir à la, euh, à la République. Nous devons effectivement redresser notre pays. Et là, quand je viendrai, je mettrai en place mon programme et à la fin, il y aura des législations, des élections locales et législatives. Une assemblée sera mise en place dans un délai de 3 à 6 mois. Ensuite, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, je passerai mon premier mandat à travailler pour le Gabon parce que le grand bilan, je le ferai après 3 ans. Et c'est là que je réfléchirai s'il faut rester ou s'il faut continuer. Continuer, pas en train de faire 2 ou 3 mandats. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je ne veux pas mourir au pouvoir, je veux redresser le Gabon et après cela, aller m'asseoir. Je ne suis pas celui qui est là recherchant le pouvoir pour le pouvoir. Mais j'ai gagné une élection. Il est normal que je puisse réclamer. Il y en a qui me refusent même le droit de réclamer. Il y en a qui me refusent le droit de parler. Il y en a qui parlent. Si vous avez été à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un sort de je ne sais où, il vous met de côté, il fait tout sans vous, et il se met là, il se pavane, il triche partout. Et vous pouvez l'accepter. Si vous l'acceptez parce que vous prouvez les Chines, Albert Ondossa, je ne l'accepterai jamais. Voilà pourquoi je vous dis, hasta la victoria siempre, très très bientôt, nous serons au pouvoir et nous allons mettre en place le programme pour lequel vous m'avez élu. Merci à tous et à très très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.